Alors, rebonjour à tous, on s'est tous déjà salués. Je suis très très heureuse de cette occasion de faire parler ensemble deux personnes qui avaient déjà prévu, je crois, d'échanger sur leur travail. Et puis particulièrement heureuse d'entendre ce soir Pierre Pachet et Sébastien Weig. Pierre Pachet a été professeur à l'université Paris 7 et c'est un écrivain très important. Dit-elle. Auteur depuis une quarantaine d'années d'essais, un écrivain par essai, écrivain parce qu'il fait des essais. Auteur donc d'essais marqués par deux intérêts qu'il associe sans cesse et qui sont aussi deux tourments. D'une part, l'intérêt pour le politique, pour l'endroit des vies où le politique s'exerce et pour les obstacles contre lesquels il bute. Et puis d'autre part, l'intérêt pour l'intimité, pour la vie de l'âme, pour les formes de l'individualité lorsqu'elle s'épanouit ou, là encore, lorsqu'elle est menacée. Et l'écriture de Pierre Pachet est animée par un effort constant de vigilance, une attention aux contradictions, une capacité à douter de ses propres mouvements vers la généralité, et une confiance aussi dans la vigilance dont les individus sont capables, jusque dans le sommeil, le rêve, la souffrance ou l'oppression. Et c'est en partie ce dont il est question dans ce livre dont il va nous parler dans un instant, L'âme bridée, qui a paru l'année dernière ou cette année ? À l'automne. À l'automne dernier, Au bruit du temps. Alors je présente rapidement le propos, enfin disons, j'essaye de présenter les deux invités. Le propos des deux ouvrages à partir desquels on a pensé à les réunir. Et puis après, l'un et l'autre prendront la parole et puis dialogueront et n'hésitez à aucun moment à intervenir en fait dans la discussion. Je continue donc ma rapide présentation de la figure et de l'œuvre de Pierre Pachet, qui a donné des essais très beaux sur, disons, quatre domaines. Enfin, dans mon expérience de lectrice, j'ai cru percevoir ça, que j'ai retrouvé dans L'âme bridée. D'abord, des essais sur l'émergence quotidienne de l'individu qui se fait tous les jours. Par exemple, à partir d'une lecture des poètes ou des écrivains qui sont particulièrement sensibles à cette émergence, jusque dans sa brutalité. Baudelaire, avec un essai intitulé Le premier venu, qui a reparu récemment chez De Noël. Michaud, Rushdie, Naipaul, dans un très beau livre qui s'intitule Un à un. À partir aussi de la lecture et de la compréhension du journal intime et de sa naissance dans les baromètres de l'âme, mais aussi à partir de l'observation de ces états réputés passifs que sont le sommeil, le rêve, où la conscience reste pourtant aux aguets, dans nuit étroitement surveillée ou dans la force de dormir. Il y a ensuite un ensemble de textes qui portent sur le vieillissement, la vulnérabilité, ce que le vieillissement fragilise, l'incrédulité que l'on a à son égard et l'envie de vivre et de voir qui pourtant s'y maintient dans le grand âge ou dans Devant ma mère. Une série de livres également sur les soubresauts de l'Europe de l'Est, à laquelle son histoire le lie et par laquelle il entre d'ailleurs dans toute réflexion politique. C'est aussi le cas dans ce livre sur la Chine, et notamment dans cet ensemble de livres plus spécifiquement historiques ou politiques. Il y en a un très beau intitulé Conversation à Yashi. Un ensemble de livres politiques donc, qui se penchent notamment sur ce qu'il en est de l'âme et de sa liberté dans des situations de violence, notamment dans un recueil intitulé Aux aguets, essai sur la conscience et l'histoire. Et c'est tout cela qui se livre ensemble et se médite dans ce livre consacré à la Chine. Pierre était aussi un proche de Claude Lefort, et c'est par une lettre à Claude Lefort qu'il a ouvert et refermé ce livre qu'il consacre à la Chine aujourd'hui. Un livre guidé par la curiosité d'un ignorant, dit-il, mais d'un ignorant que viennent toucher et heurter tous les affronts faits à la liberté et au droit, dans un régime qui bride jusqu'à la vie intérieure,
un livre nourri par des rencontres, des lectures, par un intérêt acharné qui le pousse à se documenter autant qu'il peut et par tous les moyens qui sont à sa disposition de non-spécialistes de ces questions-là. Un livre guidé par ce que quelqu'un d'aussi sensible à la question de l'attention ou de la vigilance peut vouloir apprendre, et un livre aussi qui ne cache pas ses errances, sa fatigue ou son désarroi. C'est un aspect aussi assez fort de ce livre qui, par moments, défait aussi sa propre énergie. Enfin, voilà, c'est un très beau parcours aussi dans les tourments d'une personne, livrée elle aussi au présent d'une expérience. Le livre est aussi nourri par une conviction très forte, disons une capacité à douter, c'est que le politique et l'âme, donc ces deux intérêts, en fait on ne sait pas bien ce que c'est, ou on aurait peine à le définir, et ça fait partie aussi du propos que de prendre acte de cette difficulté. Mais de l'un comme de l'autre, on sait ce qu'ils recouvrent lorsqu'ils sont menacés, lorsqu'ils sont confisqués ou lorsqu'ils sont contrôlés. Et c'est peut-être ce qui fait aussi de ce sujet, de cette passion soudaine en fait, de Pierre Pachet pour la Chine, quelque chose d'à la fois inattendu et qui en même temps s'imposait. Donc on l'entendra tout à l'heure parler de son projet et de ce qu'il en résulte. Sébastien Zweig, il est très jeune, il est beaucoup plus jeune que moi, même si c'est mon chef à certains égards. Il est directeur d'études ici à l'EHESS, directeur du Centre d'études français sur la Chine contemporaine à Hong Kong. Et son travail à lui porte sur la littérature, l'histoire intellectuelle et les débats politiques chinois au XXe siècle. Il est aussi traducteur notamment de tout un pan de la littérature de fiction chinoise dans ses rapports avec la politique. Il est ultra polyglotte et ça fait aussi partie de la question, puisque Pierre explique aussi comment on peut essayer de se débrouiller dans la compréhension d'un pays dont on ne parle pas la langue. Sébastien a publié notamment un livre intitulé « Fiction du pouvoir chinois, littérature, modernisme et démocratie au début du XXe siècle » en 2009. Et puis il a récemment dirigé un numéro de critique intitulé « Hong Kong prend le large » qui analyse la configuration politique et culturelle inouïe de Hong Kong depuis sa rétrocession, îlot proto-démocratique dans une Chine autoritaire, unitaire, de plus en plus nationaliste, et lieu d'observation inattendue de la vitalité de la société civile, aujourd'hui menacée. Alors c'est un très beau collectif, enfin très précieux, qui revient sur la singularité d'une situation politique et culturelle qu'on connaît un peu par son cinéma, surtout en France, mais dont on connaît mal les ambiguïtés et les difficultés. Et puis ça va être aussi le débat entre deux personnes dont la connaissance et l'expérience de la réalité politique chinoise d'aujourd'hui sont ancrées dans deux espaces tout à fait différents, d'où l'on s'observe et d'où l'on se craint aussi. Voilà, donc merci beaucoup à tous les deux. Et peut-être que Pierre commence, Sébastien continue, et puis on enchaîne. J'ai pas préparé d'exposé. Oui, mais c'est égal. Ouais. Et je dis, je sais pas où j'aurais dit, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je voulais faire et que je suis pas arrivé à faire, par exemple. Non, j'ai pas envie. Mais je trouve que, enfin, j'ai de la chance d'avoir une lectrice comme Marielle qui se souvient des livres, qui les a lus, qui trouve des liens entre eux, alors même qu'ils sont disjoints. Bon, mais c'est pas le sujet. Alors, à l'instant, en écoutant Marielle parler de la Chine, je pensais à un film documentaire que j'ai vu hier par hasard, parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré, sur l'écrivain et reporter polonais qui est mort maintenant, Richard Kapuscinski. Et je pense à ça, Kapuscinski a écrit des livres sur l'Afrique, surtout. Comme en Pologne, où il vivait, c'était un peu compliqué d'écrire avec véracité sur l'actualité. Son journal l'a envoyé en Afrique, et c'était l'époque des indépendances, les années 60.
Donc il a assisté, il a été au Ghana, au Kenya, enfin toutes sortes de pays, il a rencontré les gens, il a décrit ça à sa façon. Et ce qui me frappait dans ce documentaire, c'était le lien qui est établi entre ce qu'avait été son expérience de Polonais dans un régime qui était plus que dictatorial, qui était au fond le même régime, avec des modalités évidemment différentes, mais c'est le même type de régime, c'est la même ambition. Donc il est allé en Afrique et ce qu'il dit dans l'entretien qu'on entend, c'est que la vigilance, on pourrait dire, l'attention qu'il avait appris à porter sur certains phénomènes, aussi bien de la vie intellectuelle ou de la presse que de la vie quotidienne et de la vie intérieure, l'avait préparé à regarder ce moment très très particulier, enfin en un sens inouï de l'histoire de l'Afrique, où pour la première fois, si on accepte le Libéria qui était devenu indépendant un peu avant, des pays indépendants sont nés avec une ambition, et même l'ambition de faire de l'Afrique un seul État. Merde, j'ai fait ça. Alors, je vais le mettre dans la bouche. Non, mais je suis désolé, pourtant je ne suis pas très remuant. Si. Bon, donc il fait ça. Ça m'a, oui, ça m'y a fait penser. Je ne suis pas reporter et Kapuscinski, lui, il a été vraiment reporter, c'est-à-dire dans un pays, dans un continent comme l'Afrique où il y a un nombre de langues absolument fabuleux, même s'il y en a beaucoup qui disparaissent, mais enfin il doit en rester à peu près 1000 actuellement. Il s'est déplacé, il montait dans des camions, il faisait des milliers de kilomètres. Il allait voir les gens avec le culot qu'ont les journalistes, que je n'ai pas, de dire « Bonjour, je suis le correspondant ». Et donc, il a parlé à des tas de gens. Et c'est pas du tout que ce soit un modèle, mais c'est une occasion de réfléchir son œuvre, que je trouve considérable, discutable. Et bon. Moi, je suis allé, j'étais alors, comme je l'explique, j'ai pas eu le courage de commencer à apprendre le chinois. Pourtant, ça m'attirait. Je vis dans un quartier chinois. C'est une langue que j'entends tous les jours. Je ne veux pas dire que je la comprends, mais je sais l'entendre. C'est cette langue qui est faite de monosyllabes séparées. C'est pas un flux de paroles. Les gens peuvent parler à toute vitesse, mais bon, il y a beaucoup de choses qui me sont familières, mais j'ai pas eu le courage. J'étais trop vieux. Pourtant, j'aime bien apprendre des langues, mais bon, désolé. Alors, oui, d'être là, j'y suis allé une fois, j'étais très frappé. Je dois l'avouer, la première fois que j'y suis allé, c'était un colloque complètement absurde, organisé par l'université de Beida, avec le thème « La littérature mondiale ». Bon, alors déjà, ça partait mal. Et en effet, il y avait toutes sortes de crétins universitaires qui parlaient de n'importe quoi, ça n'avait aucun sens. Mais je dois dire, j'étais la première fois, premier contact, comme électrisé par l'arrivée en Chine, parce qu'il y a on est emporté par cette modernisation à tout va, les immeubles qui sont détruits, d'autres qui sont construits, une circulation inouïe, quelque chose de vraiment électrique et une pulsation, une vie, et en même temps, progressivement, j'étais amené à percevoir dans les conversations avec les gens, mais même je sais pas, en rentrant à la chambre d'hôtel et en ouvrant l'ordinateur qui était mis généreusement à la disposition de chacun, qui avait des limites extrêmement précises. Et puis, bon, ce voyage, donc, qui m'a fait un certain effet. Je suis rentré ici, j'avais vraiment envie d'en faire quelque chose. Puis je me suis dit, je vais y retourner, mais tout seul, enfin sur ma propre initiative, parce que la première fois, j'étais tellement saisi par cette suractivité que je ne regardais pas suffisamment. Je ne sais pas, les oiseaux, les plantes, la façon dont les gens mangent, qui est si importante. La façon dont les Chinois mangent, c'est fondamental. C'est les rois de
c'est les rois de la cuisine, c'est les rois dans les façons de manger. J'adore leur façon de manger, elle me convient très bien en mettant le bol près de la bouche. Donc j'avais envie de revoir ça. Je ne suis pas arrivé d'ailleurs à bien le voir, mais voilà, j'ai fait ça. Et c'est l'histoire, en effet, comme Marielle a dit, c'est l'histoire d'un échec, enfin, des livres dont je ne suis pas arrivé à pousser la réalisation jusqu'à ce qui aurait été quelque chose de plus satisfaisant. Puis à un moment, je me suis dit, bon, quand même, peut-être que ça ressemble à quelque chose. J'ai trouvé un titre dont je ne suis pas très fier, mais enfin, il dit quelque chose. C'est une espèce de jeu de mots. Alors les jeux de mots, c'est pas tellement mon genre, mais sur ce que signifie, au fond, parce que, enfin au fond, non, c'est pas le fond, mais tout en étant remué par le fait de, comme je l'avais été, disons, lors d'un voyage en Pologne jadis, ou en Union soviétique, à l'époque Brejnev, dans ces voyages en Europe de l'Est, j'avais été remué assez profondément et des souvenirs étaient revenus, des impressions. En Europe de l'Est, des souvenirs de l'occupation, en Chine, des souvenirs de l'Europe de l'Est. J'étais impressionné par tout ça, et je continue à l'être, c'est-à-dire que je n'ai pas lâché la Chine parce qu'il y a tout le temps des livres, des films, des vidéos. Alors je voudrais juste dire un mot, j'arrête après. Non, c'est que j'ai ressenti en France un manque, parce que, bon, et j'ai cru que je pourrais faire quelque chose pour combler un peu ce manque. Il m'a semblé qu'aux États-Unis, où il y a des sinologues compétents, il y a leurs observations, leurs livres, leurs débats débouchent plus facilement sur la Chine, débouchent plus aisément sur la scène publique. Non seulement sur la scène publique, mais on peut dire de façon un petit peu utopique, même dans la sphère du gouvernement. C'est-à-dire, il y a des experts qui ont l'oreille du département d'État. Et là, par exemple, il y a quelques jours, je regardais un débat, puisqu'aujourd'hui, on assiste à beaucoup de choses comme si on y était. Enfin, beaucoup de choses sont masquées, et on en parlera forcément à propos de Hong Kong, puisque, par exemple, les événements de Hong Kong qui nous ont tous remués, superficiellement ou profondément, ils sont complètement ignorés, ou presque complètement ignorés, en Chine continentale. Il n'y en a pas question. Mais, bon, alors, je ne sais plus oui, alors aux États-Unis, il me semble que je regardais donc un débat entre des spécialistes, tout à fait éminents, et ils débattent de questions qui m'intéressent, qui sont des questions vraiment qui sont liées à la fois à la politique, à l'histoire de la Chine, depuis de la Chine de Mao, depuis Yan'an, jusqu'à la prise du pouvoir et au-delà, et jusqu'à sa mort et aujourd'hui, avec des questions que je trouve passionnantes et que je n'entends pas ici. Par exemple, un exemple de question qui était posée, c'était entre ces spécialistes sympathiques et courtois à l'américaine, c'était dans quelle mesure les dirigeants chinois sont-ils révolutionnaires? Et quelqu'un, un de ces spécialistes, disait de façon assez pertinente, Staline et Mao étaient des révolutionnaires. C'est des gens qui, jusqu'à la fin de leur vie, ont voulu remodeler la société, ne pas la laisser en repos, la refonder perpétuellement. Je ne pense pas que le président Xi actuellement soit un révolutionnaire. Donc c'est une différence importante pour essayer de comprendre ce qui se passe là-bas. C'est un pays qui a été remodelé vraiment par une expérience révolutionnaire très très longue, celle de l'Union soviétique, celle de la Chine. Et il faut se demander ce qu'était cet esprit révolutionnaire. Alors, ce que je veux dire en parlant des sinologues américains ou des spécialistes américains, il faut dire que les États-Unis, ont une espèce de frontière avec la Chine, qui est l'océan Pacifique, que nous, on n'a pas. Donc la Chine,
ça nous intéresse, mais c'est moins brûlant. Il m'a semblé qu'en France, les spécialistes que j'ai essayé d'approcher ou d'interroger, y compris un spécialiste, que le Fort aimait beaucoup. Et... Un panneau? Chut, non, pas un panneau, non. Non, j'ai beaucoup de respect pour... Non, mais des gens intéressés à la Chine contemporaine. Ces spécialistes, eux, non... Enfin, leur voix, leur débat, leurs réflexions ne sont pas très présentes dans le débat public en France, il me semble. D'ailleurs, j'ai interrogé l'un d'eux, j'ai dit, mais moi, je voudrais écrire un truc sur... Ah, lui m'a dit, mais écoutez, moi, je vais en Chine depuis 40 ans et je n'écris pas sur la Chine en général. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Je l'ai revu à Pékin après, mes copains chinois m'ont dit, alors voilà un Français qui parle bien chinois. Et je lui ai demandé d'où ça venait, alors il m'a dit, ah oui, mais parce que mes parents c'était des juifs de Salonique, alors on apprenait toutes les langues. Il avait une oreille de ce type formidable. Mais il ne s'autorise pas à, comme j'ai essayé de le faire, dire des trucs très géniaux. Bon, j'arrête, vas-y. Oui, enfin, pour enchaîner sur ce point, tout d'abord, merci beaucoup de cette invitation qui justement permet de parler de sujets qui non seulement ne sont pas très présents dans le débat public, mais qui, y compris dans le domaine universitaire, sont quand même souvent... laissés un peu de côté, en tout cas, ne font pas partie, comme aux États-Unis, disons, pleinement des disciplines, en fait. Ça, j'en parlais à une autre table ronde récemment. Enfin, à l'université américaine, il est tout à fait naturel qu'un spécialiste de sciences politiques ou de littérature comparée ou de sociologie soit spécialisé sur la Chine, comme il pourrait l'être sur les États-Unis, l'Europe, le Japon, etc. Ici, bon, au-delà des départements de chinois qui, eux, se modernisent, on n'a pas atteint ce degré disons, d'intensité dans le débat ou de présence dans le débat public. Donc merci, ça donne l'occasion effectivement de parler de sujets intéressants et j'en profite aussi pour remercier Philippe Roger qui est là de cette opportunité de publier dans Critique un dossier sur Hong Kong. Donc pour l'anecdote, je ne sais pas quand, je ne me souviens plus exactement de quand on a eu cette première discussion sur le numéro et Philippe a dit que ce serait bien de faire un numéro sur la Chine, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Et puis j'ai dit oui, ça serait bien, effectivement, mais bon, la Chine est un petit peu figée dans la glaciation brejnevienne. Je trouve que ce serait bien de faire quelque chose sur Hong Kong, parce que là, pour le coup, il n'y en a quasiment jamais eu. Et évidemment, on ne s'attendait pas du tout à ce que, donc 2 ans plus tard, ce numéro sorte donc quasiment le 31 août, non, il est sorti début août, je crois. Enfin, il était en librairie la dernière semaine d'août, donc quasiment en même temps que la décision du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire chinoise qui fixait le cadre pour la réforme constitutionnelle de Hong Kong et qui a mis assez rapidement des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes dans la rue à Hong Kong. Et donc ça, c'était tout à fait inattendu et inespéré. Donc pour revenir un petit peu sur ce numéro, j'ai essayé de rassembler un certain nombre de collègues. Donc on l'a appelé « Hong Kong prend le large » puisque la thématique du numéro était justement disons, le sentiment croissant à Hong Kong de ne plus faire partie de la Chine, qui date bien d'avant ce mouvement qui a éclaté à l'automne dernier. Et donc, on a essayé justement de rassembler un certain nombre de collègues qui travaillent sur différents sujets. Alors, quelques collègues français, quelques collègues hongkongais, quelques autres collègues américains ou autres.
et disons, d'aller un petit peu au-delà de ce qu'on regarde généralement quand on parle de Hong Kong, qui est son rapport à la Chine, enfin son rapport direct de banquier, disons, d'observatoire pour les sinologues, de lieux d'opération pour un certain nombre d'ONG ou autres. Donc là, on a essayé de s'intéresser à Hong Kong pour elle-même, d'une certaine façon, de regarder un petit peu comment Hong Kong était devenu Hong Kong. Et donc revenir à ces différentes strates de l'expérience historique que j'ai un petit peu esquissée en introduction. Donc j'ai essayé de souligner l'importance à la fois de la culture cantonaise, de l'expérience coloniale et de la société civile démocratique. Donc ça, c'est vraiment les trois couches à la fois historiques et culturelles qui déterminent encore ce qu'est Hong Kong aujourd'hui. Donc la culture cantonaise, pour situer brièvement de quoi on parle, ce de quoi on parle. La culture cantonaise, donc, qui est peut-être la strate historique la plus ancienne. Alors évidemment, on connaît la cuisine cantonaise. Alors déjà, on se bat toujours avec les relecteurs qui veulent toujours mettre 2 N à cantonaise. Donc en général, cantonais avec un seul N. Donc on connaît la cuisine cantonaise, mais on connaît très peu la culture cantonaise. Donc le cantonais, ce qu'on appelle le chinois. Donc le chinois, comme l'arabe, est une de ces langues qui est en fait plusieurs langues. Donc le chinois moderne, donc le chinois, donc il y avait le chinois classique, qui est une langue qui ne se parle pas parce qu'elle est trop, elle est trop ramassée en fait, et elle a trop d'homophones. Donc en fait on ne la comprend pas si on la lit, on la comprend pas bien en tout cas si on l'entend à l'oral sans voir les caractères. Donc qui a été au début du XXe siècle la cible des grands mouvements de modernisation, donc en faveur de la langue parlée. Et en deçà du chinois classique écrit, se sont développées des langues parlées dans l'ensemble de la Chine qui sont différentes. Il y en a environ 5 ou 6 familles, et donc le cantonais est une de ces familles de langues parlées par aujourd'hui par plusieurs dizaines, presque je crois 100 millions de locuteurs. Donc c'est une grande famille linguistique, et c'est une des langues en fait. Donc toutes ces langues en fait ont très peu d'écriture, puisque le chinois c'est toujours écrit dans la langue standard. Donc aujourd'hui, depuis le début du XXe siècle, on a créé le chinois écrit moderne, donc qui est une langue écrite, mais qui est calquée sur la langue parlée dans la partie nord de la Chine. Et donc le cantonais n'a jamais réellement été écrit au même titre que le chinois moderne standard. Alors, néanmoins, parmi toutes ces langues vernaculaires ou orales qui coexistent en Chine, le cantonais est peut-être celle qui s'est le plus écrit historiquement. C'est-à-dire que dès la deuxième moitié du XIXe siècle, on a des textes écrits en cantonais. Alors, c'est très difficile d'écrire en cantonais parce que c'est comme, si vous voulez, c'est comme le suisse allemand. Si on peut prononcer les mots chinois en cantonais, mais alors pour indiquer qu'on ne les prononce pas en chinois en mandarin ou en chinois standard, on manque en fait de graphèmes, enfin de signes écrits. Donc le cantonais, à l'aide de, donc comme vous savez, les caractères chinois sont des idéophonogrammes pour la plus grande partie d'entre eux. Donc pour pallier cette difficulté, on prend un mot qu'on connaît qui s'écrit de façon semblable, et puis on change un petit truc pour montrer que ça veut dire quelque chose de différent. Mais tout ça est absolument pas standardisé. Donc le cantonais est la seule en fait parmi toutes les langues vernaculaires chinoises, à part le mandarin, qui s'est écrit depuis la fin du 19e. Donc, ça cristallisait en réalité un état historique qui était que la Chine du Sud, à la fin du 19e, était un grand centre intellectuel. Et la plupart des grands réformateurs politiques du début du XXe siècle parlaient cantonais. Donc il y a la fameuse histoire de quand Kang Youwei est allé voir l'empereur Guangxu, apparemment l'empereur ne le comprenait pas puisqu'il
parler en cantonais, donc ou en tout cas en chinois écrit, prononcé en cantonais, donc tout ça voilà. Donc tout ça pour dire que il y avait sous-jacent cette culture et cette tradition de la Chine du Sud. Alors Hong Kong, évidemment, se distingue par son expérience coloniale en particulier, et Hong Kong a été donc colonisé à partir de 1842, donc la première guerre de l'opium. Et ce que donc notre collègue Law Wing Sang, qui a contribué à ce numéro, appelle le colonialisme collaboratif, donc la symbiose coloniale sino-britannique. Où en réalité Hong Kong a toujours été gouverné par des élites britanniques et chinoises qui travaillaient étroitement ensemble, disons pour un certain nombre d'objectifs, donc la prospérité commerciale, la perpétuation de la tradition confucéenne et donc l'exclusion des idées révolutionnaires et réformatrices du début du XXe siècle, voilà, et un certain nombre de collaborations plus ponctuelles, mais bon, enfin, l'essence de la symbiose coloniale, c'est ça. Donc, on trouve des choses très étonnantes. Les Anglais ont laissé une grande liberté, donc selon leur système de gouvernance à double détente, ont laissé intact en réalité le droit coutumier chinois. Enfin, donc, il y a eu, par exemple, parmi les premières grandes mobilisations sociales à Hong Kong, il y a eu dans les années 50 la mobilisation contre la polygamie. Donc, puisque la polygamie avait été conservée comme faisant partie du droit coutumier chinois, et donc les Britanniques ont longuement traîné des pieds, donc notamment à cause de leur collaboration étroite avec les élites chinoises pour donc ça a mis 10 ans pour finalement abolir la polygamie. Donc encore aujourd'hui, Stanley Ho, le grand patron des casinos de Macao, bon, il a dû se marier avant la mise en œuvre de la nouvelle loi, mais enfin, il reste concerné par l'ancien régime matrimonial. 4. Enfin, une ou deux sont décédées, je crois, mais... Donc l'expérience coloniale a produit quelque chose de très particulier. Alors aujourd'hui, on a tendance à idéaliser la période coloniale en disant que c'était une période d'état de droit, où le gouvernement était moins corrompu, où les choses fonctionnaient mieux. En réalité, la période coloniale, pendant très longtemps, elle a été, comme toutes les colonisations, extrêmement inique. Donc, le chinois n'est devenu langue officielle de Hong Kong qu'en 1974, donc après plus d'un siècle de colonisation, caractérisé par des inégalités économiques très très fortes, tout un ensemble de problèmes qui caractérisent les sociétés coloniales, et en particulier l'apathie politique, ce qu'on appelle le disenfranchisement, donc le fait que une grande partie des habitants, des citoyens de Hong Kong étaient complètement exclus du jeu politique pendant un siècle. Et donc ça se retrouve encore aujourd'hui dans une société qui reste peu, disons, qui reste en tout cas divisée sur son rapport à l'engagement politique. Donc, bon, après la Seconde Guerre mondiale, Hong Kong s'est caractérisé par un afflux de réfugiés, donc de la guerre civile, donc qui s'est déroulée de 1945 à 1949, et Hong Kong est resté un lieu, alors un territoire neutre, mais où la guerre civile en réalité faisait rage encore bien longtemps après, avec les communistes, les nationalistes qui se disputaient, notamment à l'occasion des différentes fêtes nationales, donc le 1er octobre en Chine populaire, le 10 octobre à Taïwan. Donc Hong Kong garde aussi la trace de cette fracturation disons, de l'ensemble politique chinois. Donc
ce développement historique s'est traduit par beaucoup de discours sur donc la mentalité de réfugiés des Hongkongais, le fait que personne n'avait un sentiment d'appartenance par rapport à Hong Kong, que c'était un lieu de passage et que donc l'apathie politique de la population s'exprimait de cette façon. Donc il y a une façon plus, disons, il y a eu un moment une façon, entre guillemets, révisionniste d'aborder l'histoire de Hong Kong depuis la Seconde Guerre mondiale, notamment en mettant l'accent sur un certain nombre de mobilisations citoyennes et de combats pour la reconnaissance, dont effectivement la lutte pour la reconnaissance du chinois comme langue officielle dans les années 70 est un moment important. Néanmoins, dans les années 80, donc on arrive à un moment où alors même si les Hongkongais n'ont jamais été consultés sur la rétrocession à la Chine, donc je rappelle que la rétrocession était en fait entraîné par le bail sur les nouveaux territoires. Donc l'île de Hong Kong et le bout de la péninsule de Kowloon, donc jusqu'à Boundary Street, avait été cédé à la couronne à perpétuité. Donc c'est le reste en fait de Hong Kong, donc les nouveaux territoires qui avaient été perdus par la Chine pendant la Seconde Guerre de l'opium en 1898. Et donc en 1997, le bail arrivait à terme. Et donc les premiers signes d'inquiétude ont évidemment, comme toujours à Hong Kong, concerné le problème de l'immobilier. Donc les gens se sont inquiétés de l'échéance des baux sur les terrains, enfin, puisqu'il y a le système britannique qui est que en fait, les terrains restent la propriété de l'État et sont accordés, enfin il y a des baux sur les terrains qui sont accordés aux promoteurs immobiliers ou qui construisent des immeubles dessus. Donc les propriétaires d'appartements et de maisons ont commencé à la fin des années 70, au début des années 80, à s'inquiéter de savoir ce qui allait se passer après 1997. Et donc, c'est à la demande des Britanniques que cette discussion a commencé. Et évidemment, la Chine, enfin évidemment, on n'en sait rien, mais en tout cas, la Chine où Deng Xiaoping venait de prendre le pouvoir, s'attendant apparemment absolument pas à ce que les Britanniques mettent cette question sur la table, ont saisi l'opportunité pour réaffirmer très fortement leur point de vue sur la souveraineté qu'ils exerçaient de leur point de vue sur Hong Kong, de facto, qui n'avait jamais cédé. Donc du point de vue de la République populaire, Hong Kong était toujours resté un morceau de Chine, et donc simplement ce qu'il y avait à discuter pour 1997, c'était les modalités de l'exercice, du retour d'exercice de la souveraineté que la Chine n'avait jamais perdue. Donc évidemment, engagées sous ces auspices, les discussions n'ont pas été particulièrement favorables aux Hongkongais qui n'ont pas été consultés, donc ni par les Britanniques ni par les Chinois. Donc ça s'est passé entre Thatcher et Deng Xiaoping. On a dit de façon très pratique que les Hongkongais étaient des coloniaux, dépolitisés, apathiques, qu'ils n'avaient pas vraiment de point de vue, que donc les Chinois disaient de toute façon c'est des Chinois, ils doivent faire partie de la Chine, donc ils vont revenir à la Chine. Malgré donc cette absence de consultation, il y a eu ce que j'essaye de souligner, c'est qu'il y a eu dans les années 80 une sorte d'acceptation générale de l'identité chinoise, qui venait justement de cette symbiose coloniale où l'Angleterre gouvernait en haut et puis en dessous de ça, l'identité en particulier confucéenne, conservatrice, traditionnelle, était encouragée et conservée. Et donc le sentiment d'appartenance culturelle à la Chine était très fort. Et même si le régime suscitait beaucoup d'inquiétudes, notamment parmi les réfugiés de la guerre civile, dont les parents ou les grands-parents avaient fui le régime communiste en 1949 pour s'installer à Hong Kong et qui allaient maintenant être avalés de nouveau par ce régime,
il y a eu ce qui s'appelait donc la théorie de la réunification démocratique, donc l'idée que dans une Chine en train de se réformer, de se démocratiser pendant les années 80, Hong Kong allait pouvoir se réunir à la Chine et tout en devenant démocratique et tout en aidant la Chine à devenir démocratique. Donc évidemment, ce qui a sonné la fin de cette utopie, c'était le mouvement de Tiananmen de 89 et sa répression sanglante. On est à quelques jours du 4 juin qui est commémoré religieusement à Hong Kong tous les ans, depuis 26 ans. Donc le 4 juin, on ne l'a pas perçu tout de suite. Alors bien sûr, le 4 juin est une date extrêmement importante pour la Chine, mais on n'a pas perçu tout de suite son importance pour Hong Kong, parce qu'en fait, le massacre du 4 juin a signifié en réalité l'impossibilité de la décolonisation harmonieuse de Hong Kong. Et de sa possibilité de revenir à la Chine dans une Chine qui allait devenir démocratique. Et donc à partir de là, en fait, c'est à partir de 89 que tout s'est enclenché. Donc peu après a été nommé Chris Patten, le dernier gouverneur, qui a mis en place les réformes démocratiques que que les gouverneurs coloniaux britanniques n'avaient jamais réellement envisagées auparavant, ou alors qu'ils avaient envisagé, mais pour être immédiatement contredits par les élites chinoises confucéennes qui souhaitaient absolument pas qu'il y ait plus de démocratie à Hong Kong à l'époque. Il y a un autre épisode dans les années 50, fin des années 40 et début des années 50, où le gouvernement Labour, fraîchement élu à Londres, a essayé de donner plus de pouvoir à Hong Kong pour immédiatement se faire taper sur les doigts par Zhou Enlai qui lui a dit que la Chine ne souhaitait absolument pas que Hong Kong prenne le même chemin que Singapour pour éventuellement devenir une cité-État indépendante, et que si ça arrivait, la Chine prendrait toutes les mesures nécessaires. Donc, avec Patten, donc évidemment, tout en pleine négociation sur les modalités de la rétrocession de 97, la société civile qui existait d'une certaine façon par ces épisodes anticoloniaux et par cette longue tradition d'identité culturelle, s'est structuré beaucoup plus fortement. Et donc là, c'est les épisodes qu'on connaît beaucoup mieux. Donc en 97, la rétrocession. À partir de 2003, la loi sur la sécurité nationale, qui conformément au projet constitutionnel devait être transposée en droit hongkongais. Et donc au moment où le gouvernement hongkongais a essayé de la transposer, 500 000 personnes se sont mobilisées dans la rue et le projet de loi a dû être retiré. Et donc à partir de là, la tradition de la société civile s'établit de plus en plus fortement, donc avec ces veillées du 4 juin pour commémorer Tiananmen, avec les manifs annuels du 1er juillet, donc qui est la date de la rétrocession de 97, pour protester contre les abus contre les droits de l'homme en Chine et pour demander plus de démocratie à Hong Kong, donc 2003, et puis d'autres mouvements. Donc ce qui m'a intéressé, désolé pour cette longue parenthèse historique, mais ce qui est particulièrement intéressant dans le cas de Hong Kong, c'est que en réalité l'aspiration démocratique, donc cette société civile qui finalement, pour institutionnaliser un certain nombre de libertés formelles et fondamentales établies sous le régime britannique, donc cette aspiration démocratique a créé une revendication identitaire. En fait, la construction de Hong Kong comme identité culturelle distincte de la Chine est venue après l'aspiration politique. Donc ça illustre bien ce mécanisme de mise en adéquation des frontières culturelles et nationales, en fait. C'est-à-dire que la situation administrative de Hong Kong est une situation inouïe, puisqu'on a un territoire qui aspire à être démocratique, qui n'est pas indépendant et qui est au contraire inséré dans un État-nation, alors tout ce qu'il y a de plus westphalien et réel politique, autoritaire et même post-totalitaire si on veut, ou autoritaire, en tout cas pas démocratique. Et
et on voit la difficulté, enfin, c'est-à-dire que pour contrecarrer l'action de la société civile hongkongaise, Pékin invoque toujours le problème de la souveraineté et l'unité nationale. C'est-à-dire qu'au-delà des divergences politiques, ils disent très bien, vous êtes pour les étudiants de Tiananmen, vous étiez pour la démocratie en Chine, très bien, c'est pas grave, c'est le système du Front uni. Donc on peut être en désaccord sur ce point, sur la nature du régime, mais on est au moins en accord sur le fait que la Chine doit toujours être unie. Et donc si vous n'acceptez pas ce point-là, eh bien vous êtes des ennemis du peuple, et dans ce cas-là, on peut procéder contre vous comme on le souhaite. Et donc, en réaction à ce discours de la souveraineté nationale et de l'État-nation et de la Chine unie, s'est développé un discours de l'identité hongkongaise, donc spécifique, qui serait nourri de ces différentes strates historiques que j'ai essayé de détailler. Mais voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Donc je vais peut-être m'arrêter là. Parce que je voulais dire un mot sur le 4 juin, parce qu'effectivement, on approche du 4 juin. Et enfin, il y a eu un incident, mais en Chine, un incident, ça prend tout de suite des proportions, dans un pays d'1,5 milliard d'habitants. C'est que, à l'approche de la date du 4 juin, les autorités chinoises, appelons-les comme ça, moi j'appelle ça le Parti communiste chinois, bon, sont nerveuses, évidemment. Sont nerveuses à l'idée qu'il pourrait y avoir des gens qui s'en souviennent. Il y a évidemment en Chine continentale des gens qui s'en souviennent, des gens dont quelqu'un dans la famille a été tué ou qui connaissent quelqu'un, etc. Et qui circulent sur Internet. Et alors, il y a eu un incident assez drôle, si on veut, mais qui montre à quel point le système mis en place par les autorités chinoises est un système en équilibre instable. Je veux parler de la surveillance d'Internet. Enfin, surveillance d'Internet n'est pas un point mineur, c'est évidemment tout à fait décisif, c'est comme ça. Alors, en Chine, non seulement le régime encourage, mais diffuse. Il y a des producteurs, des gens qui fabriquent des ordinateurs portables, etc. Tout le monde en a. Mais en même temps, il faut une surveillance, parce que si on ne surveille pas ce qui circule sur Internet, alors il va circuler des choses à la façon dont les choses circulent sur Internet, cette façon très singulière qui est horizontale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'appartiennent pas à une organisation, mais qui ont vu, comme en France, j'ai vu sur Facebook que machin allait parler à l'HSS. Bon, enfin, je prends un exemple un petit peu minuscule. Mais donc, il y a cette surveillance, c'est ce que les Américains appellent une sorte de Great Firewall. Il y a une espèce de muraille de Chine informatique. Ça veut dire qu'il y a des milliers de gens dans des bureaux qui surveillent en permanence pour veiller à ce qu'on ne parle pas de ceci et de cela. C'est du boulot. Et bon, c'est un énorme boulot. Ça veut dire qu'un Chinois sur X, je ne veux pas donner un chiffre parce que ça ferait de la peine à des gens, mais un Chinois sur 10 est employé par la police politique. J'espère ne pas être méchant. Forcément, il faut des tas de gens pour le faire. Alors, récemment, il y a un type qui, je ne sais pas, merci beaucoup, un journal croyant bien faire, a dit oui, il y a une campagne occidentale pour raviver le souvenir de Tiananmen, c'est vraiment quelle campagne de dénigrement épouvantable. Et alors, ce truc qui a été publié dans un journal a été repris par des tas d'internautes qui ont dit « Ah bon, 4 juin, mais ça nous intéresse beaucoup ». Et donc le gouvernement, les autorités, enfin celles qui sont chargées de la censure, ont été obligées de supprimer l'article qui avait été publié parce que donc voilà, ce que je veux dire, c'est quand j'ai dit tout à l'heure, enfin j'ai évoqué ce qui est plus qu'une constatation, c'était une douleur parmi mes amis chinois, qui soient de Chine continentale ou de Taïwan. Leur douleur quand ils se sont rendus compte que ce qui se passait à Hong Kong, qui était tellement vivant, inventif, drôle, et dont Sébastien va parler, était ignoré en Chine, c'était une douleur. Mais c'est instable, on ne sait pas, il peut se passer quelque chose. Enfin, c'est pas dit que c'est là qu'il se passera quelque chose. Je dis ça parce que, au fond, un des efforts que je fais pour rester en vie, c'est que je voudrais rester en vie jusqu'à la dissolution de la République populaire de Chine. Ouais, alors ça vous fait rigoler, mais bon, il faut se donner un but dans la vie.
Moi, j'ai survécu à l'Union soviétique, donc pourquoi pas à ça. Voilà, bon, j'ai tout. Allons-y avec les Hong Kong. Ça va être quelque chose de vous faire parler ensemble quand même, parce que... C'est vrai, c'est pas le même genre? Non, c'est pas le même genre. C'est pas le même... Est-ce que vous vous êtes lu l'un l'autre? Moi, j'ai lu le numéro de critique, oui. Oui. Moi, j'ai lu le livre aussi, effectivement. Alors, est-ce que je peux demander justement ce que quelqu'un qui, comme Sébastien, a une parole comme ça très compétente sur cette histoire, comment est-ce que tu as perçu ce livre de quelqu'un qui se documente de toutes les façons qu'il peut et cherche à faire avec cette disposition qu'il a depuis toujours sur un certain type de questions politiques, avec une réalité qui pour lui est neuve en fait, en termes d'expérience. C'est une Bref, question comment évidemment. est-ce que quelqu'un qui connaît tout Non, pas du tout, mais c'est une... Oui, c'est une question à la fois très intéressante et très glissante. C'est-à-dire que moi, je l'ai lu j'ai lu le livre avec beaucoup de plaisir à travers Lefort, en fait. Enfin, c'est-à-dire je pense qu'on est beaucoup à avoir regretté que Claude Lefort n'ait jamais écrit sur la Chine, et donc je l'ai lu à travers ce prisme-là. Voilà, d'une certaine façon, je dirais le travail empirique en lui-même, oui, enfin voilà, c'est pas très très nouveau, mais effectivement, ce qui est vraiment, enfin ce qui est agréable, mais on le voit aussi. Enfin moi je le vois souvent autour de moi, c'est-à-dire il y a des comment éviter les villages Potemkin, en fait, c'est ça. C'est-à-dire on voit bien un certain nombre de conférenciers ou d'amis ou de collègues, etc., qui viennent en Chine et qui disent « Ah, c'est formidable, c'est l'avenir, etc. » Et donc, quelle est la formule magique pour aller au-delà de ça? Voilà, donc Claude Lefort en fait certainement partie, et puis évidemment, bien sûr, tout le travail d'observation sur la Russie, l'Europe de l'Est, l'Union soviétique, la Chine, la Chine n'est pas si mystérieuse, enfin c'est toujours la même histoire. La Chine est d'abord un régime communiste très classique, enfin donc on a toujours beaucoup de choses à se raconter avec les spécialistes de l'Union soviétique et de la Russie, et dans une moindre mesure de l'Europe de l'Est, où quand même la tension entre le régime et la société civile était quand même beaucoup plus forte. Mais voilà, enfin la Chine, plutôt que d'essayer d'en trouver l'exotisme insaisissable, voilà, une bonne connaissance des régimes communistes donne en général des voies d'approche assez fécondes. Je ne veux pas dire les bonnes clés, c'est pas comme ça, mais donc voilà. Pierre, il parle aussi de quelque chose qui est, qui a peu à voir avec la compétence ou la connaissance, et qui est de l'évidence d'un effacement du passé, l'absence de ruines et l'absence de traces, dit-il. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. C'est une question, oui. Moi, j'avais écrit une fois, mais bon, enfin... J'avais écrit une fois, Simon Leys avait déjà fait cette analyse de l'absence du passé. C'est un des points sur lesquels je suis en léger désaccord avec Simon Leys. J'avais écrit un petit article dans un volume d'hommage. Il me semble, alors bon, le passé qui a été gommé par le régime communiste, encore une fois, je pense qu'on trouve quand même des ressemblances très étroites avec l'Union soviétique et l'Europe de l'Est. Là, au-delà de ça, de dire que dans la culture chinoise, il y a disons, une façon de toujours se renouveler, de ne pas garder les traces du passé. Là, je ne suis pas totalement Simon Leys sur ce point-là. Mais
Je me souviens plus exactement de ce que... Non, mais enfin, je pense qu'il disait quelque chose qui est vrai, mais qui est d'ailleurs vrai au Japon aussi, où les antiquités sont conservées, mais à condition d'être rebâties, refaites régulièrement. Mais c'est autre chose. Mais l'effacement du passé, là aussi, est un souci du Parti communiste, je crois, très très important. Évidemment, tout le passé n'est pas effacé, mais la révolution culturelle, même si, bien sûr, on en parle de 36 façons, y compris dans des romans à succès, dans des séries, etc., mais enquêter sur ce qui s'est vraiment passé à tel moment, sur qui a été responsable, ça, c'est vraiment impossible. Et c'est ça la question. En Union soviétique non plus, on ne peut pas dire qu'on ignore le passé, les années qu'on peut appeler de 36 façons, avec des caches-sexes, je ne sais pas quoi, le durcissement stalinien ou 1937, qui sont tout ça, c'est des mensonges. Mais aller enquêter en Russie contemporaine sur ce qui s'est passé à tel moment et qui est éventuellement encore vivant et a été responsable, a été juge, a été procureur, a été dirigeant d'un camp, c'est impossible. Et alors en Chine, il y a aussi un système pénitentiaire, même s'il est moins important, j'imagine, qu'il n'a été à l'époque où Pasqualini en a parlé pour la première fois, comme si on s'imaginait qu'il y avait un régime communiste en Chine. Alors, il a publié, il se trouve que Pasqualini est à moitié chinois, qu'il a été au Laogai, et donc il a écrit un livre, Prisonnier de Mao, qui a fait du bruit. C'était provincial d'ailleurs, ça m'a énervé, déjà à l'époque j'étais énervé. Donc voilà, Pasqualini nous révèle qu'il y a, ah ouais, marrant, évidemment qu'il y a un système pénitentiaire gigantesque. Bon, alors... à cette occasion, je voudrais citer un nom. C'est pas ça que je voulais parler du tout, mais enfin, bon, on est entraîné à ça. C'est que, à l'occasion de ces voyages, de ces rencontres et de choses à Paris, j'ai découvert un écrivain chinois. Je ne sais pas si c'est Solzhenitsyn, mais il est vraiment fort. C'est Liao Yiwu. Je trouve que alors Liao, c'est un type, il a été dans des camps, dans des prisons, bon, il a réussi à s'en aller avec des complicités, il vit à Berlin maintenant, il vient de temps en temps, il fait des conférences, c'est un type très singulier, il annonce une conférence, il se met à jouer de la flûte ou du tambourin, mais enfin, bon, il a le droit, il a payé le prix pour ça. Alors lui a écrit un livre, mais ce n'est pas des livres très diffusés. D'ailleurs, son plus grand livre, pour moi, traduit en français, c'est traduit dans un titre absurde qui est Dans l'Empire des Ténèbres, ou un truc comme ça, aux éditions Les Moutons Noirs. Vous en avez entendu parler? Non. Alors le problème est là. C'est un livre vraiment d'une très grande beauté, d'une grande importance, qui n'est pas une étude systématique comme l'archipel du Goulag, mais qui est une plongée dans l'univers de la prison, des mœurs qui sévissent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Bon. Alors, au moins, j'ai découvert Liao, donc c'est bien. C'est bien. Il y en a quelques autres. Bah, bien sûr. Bien sûr, il y a même, j'ai appris en lisant le New York Review, qui avait une sorte de journal semi-clandestin qui publie des témoignages sur des gens qui ont été dans tel camp et leur famille, etc. Sans parler de l'œuvre du cinéaste de l'Ouest des Rails qui a fait, Wang Bing, il a fait un film de fiction qui n'est pas génial, mais quand même il a fait un film de fiction pour essayer de reconstituer ce qu'était un camp semi-souterrain. C'est très très important. Non, ce que je veux dire, c'est important pas pour nous, c'est important d'imaginer ce que sont des gens qui vivent privés de leur propre passé, en ce sens. C'est de ça que je voulais en fait parler. Merde alors. Non, mais je veux dire, c'est à ça que je faisais allusion en posant la question à Sébastien. C'est tout simplement du moment où tu racontes, voilà, partager avec quelqu'un avec qui tu n'arrives pas à parler, un album où beaucoup de photos sont absentes, et comprendre que une partie de l'expérience individuelle et familiale ici repose sur une privation d'image, une confiscation des images les plus intimes. Et voilà, j'aurais aimé avoir en fait la réaction de Sébastien sur cette chose qui
voilà, c'est quelqu'un qui s'est intéressé sans bibliographie à ce que c'est qu'une expérience familiale. Ou des photos mensongères, puisque l'épisode que je raconte concerne le grand acteur de l'opéra de Pékin qui jouait des rôles féminins, enfin, bon, très connu, mais son nom, tu vas le dire. Je me souviens plus, c'est Mei Lanfang Oui, Mei Lanfang. Alors, Mei Lanfang, il a pris une décision en 1949, il est resté en Chine. Bon, il est resté en Chine pour les raisons qui lui appartiennent, peu importe, mais donc il a continué à être une grande star de l'opéra de Pékin, jouant ses rôles, donnant des cours, des séminaires, éduquant de nouveaux comédiens, etc. Alors il y avait un livre sur une biographie de lui, publiée dans les années 60, officielle, mais c'était triste. Et en effet, c'est tout mon passé qui me permet de lire ça, parce qu'on le voyait, il était là, il recevait des délégations étrangères, et il était coiffé par Guomoro, et il recevait machin et trucs qui venaient d'Occident, lui serrait la pince. Et il était dans sa vareuse à Colmao, et tout ça, c'était l'image d'une contrainte terrible. Terrible. Bon, là encore une fois, il a décidé de rester en Chine, c'est très bien. Mais quand vous voyez ce genre d'album, vous voyez comment la vie personnelle est travestie à ce point. Alors, ça dit beaucoup de choses, même si tous les Chinois sont loin d'être au courant. Enfin, quand même, il y a un petit coin, parce que le cerveau, c'est assez compliqué comme organe, il y a un petit coin du cerveau qui est au courant. Non ? Oui, enfin, il y a la mémoire familiale, évidemment, joue un grand rôle quand il n'y a pas d'espace public pour aborder la mémoire. On a souvent des lignées enfin, de familles donc, où on retrouve les officiers du Kuomintang, ensuite les victimes du mouvement antidroitier, ensuite les enfants sont envoyés à la campagne pendant la révolution culturelle, et puis les petits-enfants participent à Tiananmen. Voilà, donc souvent on a la mémoire familiale qui reconstitue un peu. Pardon, mais le point qui m'intéressait, c'est la mémoire absente. Parce que beaucoup de Chinois, d'un certain âge, disons, mais plus jeunes que moi, se souviennent de l'époque où on a détruit les photos. Pourquoi on a détruit les photos ? Parce que dans chaque famille, il y avait une photo compromettante où on voyait machin avec un costume de l'armée du Kuomintang, ou qui était à l'école truc, ou qui était... Alors, bon, il y a eu une recherche féroce, sans parler des autres aspects de ce qu'on appelle la révolution culturelle, d'un terme un petit peu comique. Il y a d'autres aspects, mais celui-là, cette destruction des traces personnelles, évidemment, joue un rôle, parce que les gens se souviennent de ce qui n'est pas là. Destruction des traces personnelles auxquelles les gens eux-mêmes doivent se livrer. Bah, bien sûr. Et, oui, Cao le raconte dans son roman, il y a un moment, faut brûler les trucs, parce que c'est trop grave, c'est trop dangereux. Pourquoi mettre en péril soi-même et surtout ses proches, parce qu'on veut garder une photo de la grand-mère ou du pépé qui était dans l'armée. La vie, c'est important, même pour un Chinois. Non, je voulais demander à Pierre et à Sébastien si, avant d'engager peut-être d'autres questions ensemble, si le film de Yang Wanji, The Touch of Sin, que je ne sais pas dire en français, comment vous l'aviez vu, ce que vous en pensiez. Parce que au moment où vous parliez précisément de cette question du travestissement de la vie personnelle, j'ai eu l'impression que ce jeune cinéaste chinois peut montrer combien l'individu pris dans des réseaux d'un nouveau régime capitaliste chinois, où il est complètement écrasé en effet, tout en vivant dans une Chine médiévale, enfin entre, disons, l'arrière-pays et les performances les plus poussées de l'informatique. Je me souviens d'une scène, à la fin du film, le jeune homme se jette
d'un étage et s'écrabouille. Quand la femme, elle se prostitue. Alors en effet, là, on se demande où est, puisque Marielle disait le rapport que Pierre a toujours éclairé dans son œuvre entre l'intimité et le politique, me dit qu'il n'y en a plus d'intimité. Et ce film le montre. Enfin voilà, c'est sur cette question que je voulais t'interroger. Non, moi je trouvais que c'était un très beau film, vraiment une grande réussite, et puis il est porté par une colère en même temps. C'est un artifice, il a composé une œuvre dramatique avec des séquences séparées, très spectaculaires. Ça, je veux dire, j'ai trouvé que c'était très très bien, mais ça m'a rien appris alors là, en un sens. Et vous étiez déjà allé en Chine? Ouais, mais où j'ai rien vu non plus, mais enfin, là, le film... Non, mais il est très très bien, ce film, je le recommande, Touch of Sin. Mais c'est pas là que... Pardon? Non, mais c'est pas une... Bon, c'est pas une révélation, comme peuvent l'être les films de Wang Bing, par exemple, Les Petites Sœurs de Yunnan, où il suit des petites filles qui vivent dans un village. Il n'y a rien de politique, mais enfin, il sait les suivre pas à pas, en marchant au prix de sa santé, comme moi j'ai foutu en l'air la mienne en Chine, ou bien son film, non, mais ça va, j'espère que ça se voit pas, mais ou le film qu'il a fait sur les asiles psychiatriques dans lesquels sont enfermés à la fois des fous et des gens qui sont autre chose, et là aussi, une patience absolument merveilleuse. Là, il y a un art du documentaire, et Wang Bing n'est pas le seul, loin de là, il y a beaucoup de documentaristes chinois. Ce sont des gens extraordinairement inventifs. De toute façon, le film Touch of Sin et d'autres sont des films qui ne sont pas vus en Chine autant que je le sache. Beaucoup, ouais. Donc, bon... Bah, Touch of Sin, il a failli sortir. Oui, c'est bien. Failli. C'est vachement bien. C'est 4 épisodes qui sont tirés de 4 faits divers, donc oui, c'est un montage. voilà. Enfin bon, en France aussi, on peut prendre Outreau, et puis voilà. Enfin, ça dit quelque chose sur la société, mais c'est pas. Non, parce que vous avez tous les deux parlé de cuisine et de culture. Enfin, Pierre disait, je voulais retourner à Pékin d'abord pour voir manger les Chinois. Enfin, pas les Chinois se manger entre eux, mais voir comment les Chinois mangeaient. Ça fait partie de la mémoire. Et puis vous avez parlé culture et de cuisine cantonaise. Bon, mais là, ce qui m'avait surprise, enfin, même si en effet, Touch of Sin de Yang Wenxie, c'était de voir combien il n'y avait plus de cuisine du tout. Ils mangent, enfin je veux dire, ils mangent dans des sacs en plastique et on dirait qu'ils mangent du plastique, voilà. Alors, ouais, enfin, des fois ils mangent avec plaisir même. Oui, ils mangent avec plaisir. Non, mais ce que je voulais dire, manger. entre cuisine et culture, entre voyager, être spectateur, voir manger, être reporter, être journaliste, être écrivain, diariste, être écrivain engagé politiquement, qu'est-ce qu'on... Enfin, hormis ce que vous faites, évidemment. Et est-ce qu'il faut attendre la fin de... Enfin, je veux dire, quelle perspective, enfin. Oui, Sébastien, enfin, quelle perspective. Dis-nous. Ben, c'est vrai, quoi. Non, mais la société... Enfin, c'est là que je dirais peut-être quand même disons la langue peut aider. Enfin, la société chinoise change quand même beaucoup sous le glacis, enfin sous l'état immuable qui change sans changer, enfin qui se remet sans arrêt au goût du jour, mais sans changer ses structures fondamentales, donc de parti État stalinien qui procède toujours de la même façon. Enfin, le changement technique demande une adaptation, donc sur Internet, mais c'est ça la beauté de la censure sur Internet, c'est que c'est même pas la police politique en fait. On n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire que c'est sous-traité d'échelon en échelon, et c'est les fournisseurs d'accès de services qui sont eux-mêmes obligés d'employer des gens pour censurer, parce que sinon, eux, ils perdent leur licence, etc. C'est vrai pour les journaux, les maisons d'édition.
Donc il y a ce système extrêmement puissant d'autocensure à tous les étages, en fait, mais qui est le système communiste, en fait. Tout le monde est responsable de son étage. Et donc, mais derrière ça, la société, quand même, se transforme beaucoup. Donc sur la mémoire, par exemple, pour revenir sur ce sujet, donc on assiste quand même à effectivement donc cette revue, par exemple TI, donc Remembrance ou Souvenir, donc édité par Woody, qu'on avait invité ici à Paris en décembre pour un colloque sur la mémoire justement, et deux autres éditeurs de revues officielles ou inofficielles, donc Ding Dong, l'éditeur de la revue Vieille Photo, donc qui publie justement des photos de famille. Donc cette revue a un succès fou. C'est une revue qui existe, donc qui est enregistrée. Elle reçoit donc à la place de manuscrits, elle reçoit des propositions de photos de famille avec des commentaires. Et donc les gens, évidemment, c'est une façon de parler de la révolution culturelle et du mouvement anti-droitier. Parce que c'est pas directement, enfin, parce que c'est des photos de famille. Hein. Et il n'y a pas les légendes, sont des légendes donc dosées avec précaution. Donc il n'est jamais question de grande politique dans cette revue, en fait. Il est question de, voilà, donc les grands-parents devant le monument en 1962, voilà. Mais à travers ces photos, on voit beaucoup de choses. Et le fait que cette revue ait eu un tel succès le montre aussi. Malgré tout, la libéralisation économique dans les années 90 et 2000 a créé des espaces, même s'ils sont contrôlés. Mais le fait que quand même, il y a des journaux privés, même s'ils sont... encore en partie, chaque journal doit toujours avoir une unité à l'intérieur du parti qui le surveille, mais il y a des journaux qui sont des entreprises commerciales, donc leur but c'est de gagner de l'argent. Donc ça a quand même transformé donné à certains la volonté de tester pour vendre plus de papier, de tester les limites de ce qui était possible. Voilà, la génération... J'entends, là, on parle de « il y a déjà, ce n'est pas encore ». Et moi, il y a un aspect qui m'a frappé aussi dans le livre de Pierre, c'est qu'à la fin, il dit on fait tous comme si la démocratie était l'horizon inéluctable et proche de notre, de notre expérience politique. Elle repose sur une fragilité qui est un peu son objet d'étude permanent, sur une fragilité face à laquelle il faut être vigilant et qui... je n'ai pas l'impression que son livre propose des phrases sur ce mode du « bon, c'est déjà comme ça ». Non, je ne suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Il me semble que... Enfin, évidemment, on ne peut que réfléchir à ça. Enfin, comme Lefort l'était justement depuis qu'il a commencé à s'intéresser à la politique, à la fin de la guerre. Il se demandait comment ça peut finir, tout ça, quoi. Alors, la guerre, ça a été l'alliance entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique, pour le meilleur et pour le pire. Enfin, pour le meilleur parce qu'on est là, donc c'est une bonne chose. Pour le pire parce que ça a prolongé la vie de l'Union soviétique pendant pas mal d'années. Mais là-bas, alors, mais si, il y a des signes. Et on se demande, alors évidemment, c'est les questions qu'on se pose, nous, enfin je ne sais pas qui est ce nous d'ailleurs, lecteur de Pachet, les 3 lecteurs qu'il y a, ou n'importe qui, on se pose les questions que les dirigeants chinois se posent eux-mêmes. Ils disent, de quel côté il faut regarder? Où est-ce que ça menace? Alors, ça menace de beaucoup d'endroits. Par exemple, la Chine est peut-être un des pays du monde où il y a le plus de grèves. Il y a des grèves en permanence, ce qui n'était pas le cas de l'Union soviétique. Il y a très peu de grèves. C'était rarissime parce que c'était rendu impossible. La Chine, il y a des grèves tout le temps. Alors, ce sont des grèves qui n'ont pas le droit d'être organisées. Il n'y a pas des syndicats libres. Les syndicats sont des courroies de transmission. Mais ces grèves ont lieu. Et quand une grève a lieu, il y en a souvent, et pas seulement dans les entreprises étrangères, quoi que ce soit souvent. Et bien, à ce moment-là, le comité central voit qu'il y a un problème, parce qu'une grève ouvrière, c'est un problème, parce que les gens qui font une grève, ils sont liés par une espèce de serment, de collectivité, qui a quelque chose de très très fort, très menaçant.
Bon, bah, on envoie un type du comité central qui va sonner les cloches du dirigeant local et qui va à l'usine et qui dit « Oui, mais vous avez raison, c'est votre dirigeant est un pourri, on l'a viré d'ailleurs, c'est fini, et bon, et on va vous donner ce que vous voulez. » Donc, éviter un mouvement syndical. Il y a à Hong Kong, il y a China Labour Watch, il y a des gens qui essaient de rassembler des informations sur les mouvements chiites, ou sur les mouvements écologiques, ou sur les mouvements qui concernent la santé, parce qu'il y a eu des scandales absolument terribles en Chine, de sang contaminé qui ont concerné des centaines de milliers de personnes. L'élection du Premier ministre actuel. Voilà, donc c'est des scandales. Il y a des gens qui sont vigilants à tout ça. Il me semble, pardon, je ne veux pas être long, mais il me semble qu'une des choses que les dirigeants chinois ont forcément médité, c'est ce qui s'est passé en Europe de l'Est, c'est-à-dire, indépendamment du fait de la personnalité de Gorbatchev, qui s'est trouvé être secrétaire général du parti et qui a conduit l'Union soviétique à sa dissolution, et qui est venu d'ailleurs à Pékin en 89, mais indépendamment de ça, il y a eu une conjonction, par exemple en Pologne, entre un mouvement ouvrier, clandestin, mais quand même un mouvement ouvrier, et des intellectuels. Alors ça sera embêtant. Donc ils font attention à ça. Bah, c'est un boulot, c'est leur boulot, chacun son boulot. Mais est-ce qu'ils y arriveront toujours? Je ne sais pas. Il y a autre chose qui se passe aussi. Enfin, là que je connais moins bien, parce que je connais mieux ce qui est russe que ce qui est chinois par définition, c'est que en Russie, il y avait une tradition intellectuelle et des personnalités ont mûri qui ont pu donner des gens très très forts, très forts moralement, très intelligents, très drôles, capables de réussir. C'est pour ça que je parle de Liao Yiwu. Mais donc en Russie, il y a eu des tas de gens qui ont des écrivains, des poètes, qui ont tenu le coup, malgré tout ce qu'ils ont subi. En un sens, ce qu'ils ont subi était vraiment dévastateur, on peut dire. Je ne sais pas si c'était pas pire qu'en Chine, enfin c'est difficile à comparer, il n'y a que Lucien Bianco qui arrive à le comparer, et je lui rends hommage, mais moi je ne sais pas. Donc peuvent se former justement au cours des années ces intellectualités, ces personnalités, ces moralités individuelles fortes. Et un homme seul, c'est ma conviction, peut résister à un régime, même que s'il gouverne 1,5 milliard d'êtres humains. J'en suis persuadé, bien sûr. Un homme seul, dans les bonnes circonstances, s'il est décidé à ne pas céder, s'il est décidé, comme l'avait dit Solzhenitsyn une fois, dorénavant, je ne dirai pas autre chose que ce que je pense. Ben, s'il y a un mec comme ça qui arrive, si c'est les bonnes circonstances, s'il n'est pas arrêté avant, si on ne l'a pas foutu dans un camp comme Liu Xiaobo, etc., ben, bon. Mais même dans des circonstances difficiles, comme, c'est pas aussi Mandelstam qui apprend par cœur tous ses poèmes. Oui, mais enfin, bon, et ça, oui, d'accord, mais Mandelstam, il a fait mûrir des choses qui sont arrivées bien plus tard. Oui, ben voilà, non, mais parce que l'avenir, non, la question, on ne peut, face à un tel régime, que se poser la question de son avenir, qui est aussi le nôtre, parce que c'est une puissance gigantesque, il y a des menaces, qui fait peser des menaces sur la paix mondiale, après tout, quand même, c'est un régime qui n'est pas expansionniste, mais un petit peu quand même, sur les bords. Irrédentiste, oui. Voilà. Il aimerait bien, bon, pardon, j'ai trop dire. Non, est-ce que tu l'as fait lire par tes amis là-bas? Oui, bien sûr, oui. Ouais, pour qu'ils me disent si ça. Ouais. Alors Bon, rien, c'est des fans, alors c'est des gens qui, gens qui m'aiment bien. Sur ton enquête spécifique sur ce qu'il en est de la vie intérieure. Non, je parle. Bah, j'ai comme ami, comme tout le monde, je choisis mes amis. C'est toujours le problème. On choisit trop bien ses amis. Peut-être juste rebondir sur un point par rapport à les traditions parallèles. Ce qui s'est passé avec Taïwan et maintenant dans une moindre mesure avec Hong Kong, enfin ce qui sépare la Chine de la Russie ou de l'Union soviétique, c'est que la Chine populaire est le résultat de la guerre civile. Donc malgré tout, c'était un régime divisé. Même si Taïwan a été progressivement abandonné par ses alliés occidentaux, déreconnus, donc de plus en plus marginalisés, et donc Hong Kong, j'en ai déjà parlé. Malgré tout,
jusqu'à une époque récente, la légitimité du Parti communiste à incarner la nation chinoise était quand même pas incontestable ni incontestée. Ce qui se passe depuis les années 80 à Taïwan et depuis les années 2000 à Hong Kong est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour les démocrates chinois. C'est-à-dire que Taïwan s'est démocratisé donc, après la mort, après les dernières années de la vie de Chiang Ching-kuo, le fils de Chiang Kai-shek, et après la mort de Chiang Ching-kuo. Et a connu une énorme vague. Donc ce territoire qui n'avait jamais vraiment appartenu à un régime, alors bon, je choisis mes mots avec précaution, mais qui n'avait jamais vraiment appartenu à un régime chinois installé à Pékin, puisqu'il a été gouverné pendant quelques centaines d'années par les Mandchous Qing installés à Pékin, et puis le seul moment où il a réellement été gouverné par un régime chinois, c'est de 1945 à 1949, donc entre la capitulation japonaise et donc le départ de Chiang Kai-shek du continent. Et ce territoire s'est réinventé dans la démocratisation une identité nationale distincte, non chinoise. Donc par rejet de la nation chinoise à beaucoup de niveaux et par rejet de l'ancien parti unique, donc le Kuomintang qui est le frère jumeau du parti communiste. Ils se ressemblent tellement, donc c'est toujours intéressant de voir le Kuomintang qui fait maintenant partie, encore l'ancien parti unique qui fait partie du jeu électoral à Taïwan, donc qui est obligé de s'insérer dans cet environnement multipartite, mais qui garde tous ces travers du parti communiste. Enfin, le Kuomintang c'était un parti léniniste, donc, qui a été fondé dans l'orbite du Comintern dans les années 20. Ce Kuomintang qui est quand même largement rejeté par la population taïwanaise a entraîné dans son discrédit la nation chinoise. Et donc, Taïwan est marqué, enfin pour ceux d'entre nous qui vont régulièrement, Taïwan, on est de plus en plus, alors c'est magnifique, on voit Taïwan, c'est un endroit formidable où il y a un bouillonnement intellectuel, etc. Mais alors, la Chine, ça ne les intéresse plus. Et Hong Kong, donc, qui était quand même toujours encore beaucoup plus proche et beaucoup plus lié à la Chine par ses allées-venues incessantes, Hong Kong aussi commence à couper les amarres. Donc, évidemment, ça va être une question à l'Union soviétique aussi. On ne peut pas s'empêcher de penser à la fin de l'Union soviétique. Donc, il y a le Tibet, il y a le Xinjiang, il y a ces territoires chinois, en tout cas revendiqués par la Chine ou rattachés à la Chine à divers degrés, qui suivent leur propre trajectoire. Et un des aspects, on n'aura pas le temps d'y revenir en détail, mais vraiment passionnant du mouvement des parapluies, c'était l'aspect post-national en fait. C'est-à-dire que Hong Kong, alors à la différence de Taïwan qui s'est vraiment réinventé une sorte d'État-nation parallèle, Hong Kong n'est pas du tout dans l'État-nation et Hong Kong est dans le rejet des valeurs de l'État-nation. Se revendique comme territoire non national, sans appartenance figée, ville cosmopolite, avec des liens avec le monde entier. Et ça, bien sûr, c'est complètement, disons, pour Pékin, enfin pour le Parti communiste chinois, pour cette ville colonisée, humiliée, etc., on leur offre la grandeur de la Chine, la renaissance, la richesse, etc., et ils crachent dessus. Il y a cette bande d'étudiants qui disent non, ça ne nous intéresse pas d'être grand et riche et puissant, nous on veut arracher les pavés, planter des palmiers, etc. C'est le choc des cultures. Et donc ça, malgré tout, je pense que ça finit par se diffuser à l'intérieur de la Chine. Donc on en revient à la téléologie, mais c'est pas ça finit par, mais ces choses-là ne sont pas étrangères à la génération des gens qui sont nés dans les années 80, 90. Ils ne partagent pas tous, en tout cas, cette rhétorique nationaliste, la grande nation. Oui, cher ami. Revenir à Internet, jusqu'à quel point, les Chinois tu as visité beaucoup de sites, tu as trouvé beaucoup d'informations. Est-ce que certains Chinois peuvent avoir accès, tu penses, à ces informations De toute façon, comme c'est des Chinois, ils sont malins, sans être racistes. Donc, ils ont trouvé des moyens de contourner
individuellement, de contourner, d'avoir accès même à Facebook ou à des trucs. Ah, donc si on a accès à Facebook, on peut avoir accès à des milliers de trucs. Donc à des sites, et il y a beaucoup de sites, des sites de Hong Kong, des sites de Taïwan, des sites américains, effectivement. Donc quelqu'un qui peut trouver évidemment des informations, même avoir des livres interdits, les télécharger, etc. Tout ça est possible, bien sûr. La question est celle de la diffusion qui permet la formation d'une opinion à partir d'un, voilà, masse critique, comme tu dis très justement. Tant que c'est des gens dans leur bureau, bon, leur importance est désamorcée, mais la question c'est quand ils se rencontrent avec d'autres qui sont du même avis, qui ont lu les mêmes informations, qui se mobilisent au même moment en plus, et pas à 20 ans d'écart. Donc moi je comprends très bien le problème, enfin je comprends très bien. Oui, je me représente assez bien le problème qui est posé aux autorités, au Parti communiste chinois. C'est compliqué ce qu'ils ont à faire, mais ils se débrouillent pas mal pour l'instant. Ça signifie quand même qu'Internet n'est pas vraiment clos. Enfin moi, j'étais à Shanghai quelques jours en automne. Ce qui m'a frappé, c'est qu'à l'hôtel de l'université, j'avais Google, Le Monde, tout, et j'aurais pu bien sûr communiquer tout ça autour de moi. Ça ne posait pas tellement de problèmes. Et c'était assez frappant parce que c'était au moment où il y a eu une attaque de la cité impériale par un groupe. Il y a eu un attentat, en fait. Je l'ai lu dans Le Monde. Et bien entendu, les universitaires chinois qui m'accueillaient n'étaient pas au courant, en fait, étaient étonnés, mais c'était très facile finalement. Cette information n'était pas bloquée de façon cimentée, enfin, elle pouvait être trouvée. C'est ce qui est différent de l'Union soviétique où en effet, dans la chambre d'hôtel, il y avait un poste de radio avec une seule station, etc. Bon, enfin, je parle des grandes années, quand ça marchait bien, cette affaire. Enfin, c'était déjà en décomposition en réalité, mais bon. Donc là, c'est très très différent, évidemment. On peut avoir accès, mais pour avoir accès, il faut vouloir avoir accès. Pour vouloir, il faut être déjà formé, il faut déjà avoir mûri soi-même intérieurement, être en relation avec des gens qui partagent vos pensées. Et là-bas, partager ses pensées, enfin des pensées de ce genre, je ne sais pas de quel genre, mais des pensées de la liberté d'esprit, je crois que c'est pas si facile que ça, et on le voit à l'université en particulier. Les gens ont pris tellement l'habitude de faire attention, ils sont très forts. Ça les empêche pas d'être... Si, ça les empêche d'être intelligents quand même, un petit peu. Quand même, les Chinois, ils voudraient bien avoir un vrai prix Nobel, pas un prix Nobel de la paix ou un prix Nobel de littérature. Non, ils voudraient avoir un vrai prix Nobel, ils n'y arrivent pas. C'est un rapport, c'est pas sans rapport, à mon avis. Enfin, je ne suis pas le seul à penser. Prix Nobel scientifique. Prix Nobel de physique, de médecine, un truc comme ça, quoi. Bon, il y a des Chinois qui ont le prix Nobel de médecine, mais en général, ils sont dans des labos américains. Mais qu'il y ait un labo chinois où les gens puissent vraiment déconner comme il faut faire pour avoir le prix Nobel de physique, non, il n'y a pas pour l'instant, à mon avis. Enfin bon, j'espère être clair. Pierre vous a annoncé un jeu de mots, Anne Bridé. Ah non, je pensais pas à Anne Bridé, non, je pensais à Bridé, aux yeux bridés, ouais, c'est pas très malin. Moi, je dois dire que d'abord j'étais en colère en recevant le livre, je me dis là, Bridé, non mais c'est pas possible. Oui, bah, je suis désolé. Bah ouais. Et parce que précisément, c'est très facile d'être ignorant ou peut tourner comme moi je me le suis senti en te lisant, par exemple. En ayant des œillères. Oui. C'est-à-dire en ne comprenant pas tout de suite que l'âme était bridée. En ne comprenant, enfin, je me suis sentie. Ça m'a fait réfléchir, ma difficulté à comprendre immédiatement. Il faut toujours du temps pour comprendre. Et par exemple, ça m'a rendue honteuse aussi de ma lecture de ces si mauvais carnets du voyage en Chine de Barthes.
On ne va pas discuter de Barthes parce que non, parce qu'il y a Philippe Roger, ça va mal tourner. Mais non, puis l'âme bridée, enfin c'est pas pour m'étendre sur ce titre, mais c'est aussi en relation avec le livre pour moi si important de Miloš, La pensée captive. Ah oui, c'est pour ça que moi j'ai d'abord pensé à brider comme un. Oui, d'accord, mais faut pas m'engueuler, j'ai rien fait. Mais À propos de Tampano, alors. Mais donc, La pensée captive, c'est un grand livre qui date de 1948, que Miloš a écrit au moment où il a rompu avec le communisme, le régime. C'est un livre profond. Bon, alors, moi, je ne suis pas capable de défaire ce qu'a fait Miloš, mais bon, chacun son petit truc. Hein. Mais si je peux me permettre, je trouve que c'est l'originalité de ton livre, c'est la géographie, au fond, des résistances, des censures, des contours, il y a un paysage de l'intériorité qui correspond à chaque oppression, si on peut dire, et à chaque type de situation politique. Et je crois que l'intérêt de ton livre, c'est de faire une géographie spécifique, en fait. C'est-à-dire que c'est pas effectivement la même chose que la Russie, etc. Enfin, et il y a d'autres contraintes et l'intériorité se débrouille autrement aussi dans tous ces cas. J'ai une chose à ce que vient de dire Laurent, c'est pas tout à fait sur le même plan, mais quand tu évoquais les livres, et Marielle évoquait les livres que tu as écrits sur d'autres pays, d'Europe de l'Est. Moi, je me rappelle d'avoir été tellement frappé par le récit du voyage en Pologne, où avec quelques descriptions d'objets, on avait l'impression, évidemment illusoire, de tout comprendre sur ce que c'était que la vie en Pologne. Mais ma question ne porte pas là-dessus. Non, je voulais simplement demander si cette perception tu te souviens les savons et la chose, oui, et l'absence d'obturateur dans les baignoires. Tu vois, j'ai pas oublié depuis 30 ans. Et donc, est-ce que le fait que, bon, est-ce que pour la Chine, ça joue moins un rôle parce que c'est la Chine, à cause de différences profondes culturelles, ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'il y a une différence dans le temps et que voilà, la Chine d'aujourd'hui, il n'y a pas, c'est pas à travers un système d'objets qu'on peut en sentir les saveurs, ou est-ce que tu n'as pas voulu faire comme Barthes au Japon, je veux dire. Non, mais j'en étais pas capable. Mais en effet, en Pologne en 80 ou par là, les choses étaient perceptibles parce qu'il y avait ce décalage temporel qui faisait que les Polonais étaient contraints de vivre comme nous, on avait vécu à la Libération, dans la pénurie, sauf que là, c'était une sorte de pénurie organisée. Bon, c'était très sensible au regard immédiatement, effectivement. La Chine, c'est différent, parce que moi, j'ai rien vu de la Chine, et je n'ai vu que les aspects les plus voyants, les plus modernes, bon, dans lesquels il n'y a pas d'obstacle. Et puis un pays où, après tout, on peut avoir des visas en voyage, et tout ça. Donc c'était plus difficile à saisir, c'est vrai. Et quand j'y suis retourné pour essayer à la recherche de ces signes sensibles qui m'auraient été si précieux, je ne les ai pas vraiment trouvés. C'était des situations plutôt, je ne sais pas, comme un dîner avec des copains chinois, où il y avait, enfin des gens d'âge divers, où j'ai retrouvé ce sinologue français qui m'avait dit « mais moi j'ai jamais écrit sur la Chine ». Et alors pourquoi vous allez non mais ça va pas. Et il a vu que j'étais à l'aise avec ces gens qui connaissaient lui aussi. Alors il s'est dit tiens peut-être il s'est dit quelque chose. Pour moi c'était un moment important on n'en a pas parlé, enfin c'était l'atmosphère joviale d'un dîner de famille dans un très bon restaurant. Ouais, mais c'est vraiment dans des... Non, j'ai pas trouvé... C'est très juste, j'ai pas trouvé ces signes criants
frappant que je n'avais pas à chercher en Pologne ou en Union soviétique qui sautait aux yeux. En Roumanie, tu parles Ou- de tuyaux de chauffage. Ouais, en Roumanie, truc vraisemblable. Oui, c'est ça. Donc là, il n'y a rien de tel parce que c'est un régime qui, dans sa passion de la modernisation, je ne sais pas si c'est ça le capitalisme, ça y ressemble par beaucoup de côtés, mais enfin, ça me paraît être autre chose, mais enfin, dans sa passion de la modernisation, alors évidemment, il vous donne tout ce que vous voulez, quoi. Il y a tout. Il n'y a pas, ce qu'il n'y a pas, c'est ces choses qui se racontent, justement, enfin, tu l'as dit tout à l'heure, qui se racontent en famille quand on se montre des photos, quand on dit ça, tu vois, c'était ça. C'est pour ça que c'était si difficile à décrire. Moi, je trouve que c'est difficile à décrire. Oui, oui, c'est plus difficile à saisir. C'est pas quelque chose dont on trouve facilement des signes. Il faut lire des trucs, il faut se documenter, il faut recouper, il faut parler avec des gens. Non, mais on a deux points de vue très différents, enfin assez différents. Oui, non, en même je sais temps pas. assez proches, non Ah bon, d'accord. Bon. Oui, différent, pourquoi? Non, non, je préfère savoir ce qui diffère. Moi, j'ai oublié. Il veut dire quelque chose, monsieur? Forcément, c'est-à-dire de l'ignorance de la Chine actuelle que j'ai, mais je connais un peu la tradition classique. Et on pense, c'est difficile à penser qu'une culture qui a une telle capacité langagière d'allusion, de parallélisme significatif, n'a pas aujourd'hui une espèce de langage quelque part de résistance. Ma question a à voir avec si vous ne voyez pas, c'est une question, c'est de l'ignorance et de l'innocence, mais vous ne voyez pas, vous n'identifiez pas des pratiques langagières de résistance, soit dans le web, soit d'une autre manière. Vous avez parlé des grèves, il doit les faire de quelque manière, mais c'est pas comme ça arrive là. Mais c'est-à-dire des pratiques qui ne sont pas simplement frontales, c'est pas comme Tiananmen, ce sont des pratiques où les censeurs ne peuvent pas accuser parce qu'ils se mettent en délit lui-même. C'est-à-dire ce sont des pratiques où on pense à Strauss un peu, c'est-à-dire des pratiques où les personnes qui accusent, c'est-à-dire les censeurs qui identifient cette pratique pourraient être accusés lui-même de dissidents, parce qu'on les voit nulle part, on a toujours une capacité herméneutique pour dire on n'a pas dit ça. Et normalement, dans les sociétés autoritaires, ça se développe très vite, cette pratique langagière qui crée une espèce de communauté dans la résistance. Et je me demande, comme j'ai dit, c'est une question complète, je n'ai aucune idée sur ça, mais si vous ne l'identifiez pas dans la Chine actuelle, j'imagine que le web, ça doit être un endroit, mais ce n'est pas simplement de se passer les messages secrets, c'est-à-dire de tromper la censure, c'est plutôt de faire passer un message qui divise entre ceux qui sont complices et comprennent ce qu'on veut dire, et ceux qui sont trompés et avec le pouvoir, parce qu'ils ne peuvent pas accuser, oh, ils suspectent, et même s'ils sont en suspicion de que quelqu'un est en train de faire une dissidence, ils savent qu'ils ne peuvent pas accuser, parce qu'ils ne disent nulle part. Normalement, même dans les systèmes de pouvoir, par exemple, je viens de l'Amérique latine, mais dans l'Amérique latine, dans les années de dictature, tous les pays avaient un système comme ça. Même dans les journaux, on arrivait à mettre des choses que les personnes qui voulaient comprendre comprenaient. Et je pense que même le pouvoir comprenait un peu, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas accuser parce qu'ils se mettaient en situation de ridicule. Et où la personne allait dire, je suis en train de parler, je suis chilien, j'ai écrit, ce n'était pas le cas, mais j'avais écrit à l'époque un article très développé sur Pinocchio de Collodi, sur le journal, Pinocchio, on disait à Pinocchio à l'époque. Tout le monde a compris qu'ils sont en train de moquer le pouvoir, mais j'aurais dit c'est un article littéraire sur l'ouvrage de Collodi, qu'est-ce que vous parlez? Ce sont des choses comme ça, ça c'est un exemple brutal qui n'a pas existé, mais je l'ai dit. Et c'est difficile à penser qu'en Chine, il n'y a pas de pratiques comme ça, sauf si vraiment la différence culturelle c'est telle que c'est des choses difficiles. Non mais c'est Sébastien qui peut répondre à ça. Est-ce que vous identifiez des pratiques comme ça, même s'ils sont incipientes, même s'ils sont... Je veux dire juste un mot, puis après c'est toi qui dois te parler, parce que tu as vu à Hong Kong à quel point, moi j'en ai vu des signes en Chine, à quel point justement les Chinois, je dis les Chinois en général, comme si c'était un seul peuple, sont inventifs et capables de jouer avec le langage. Ils le sont. J'en ai eu des témoignages en Chine, des copains, je sais pas, parce qu'il portait un nom, on l'avait appelé l'Orient est rouge, et il avait juste transformé
un trait d'un des caractères et ça voulait dire le contraire. Donc ils sont très forts pour ça. Mais, bon, mais je trouve que néanmoins, il y a par exemple l'insolence se porte très bien en Chine. Il y a un type, son nom m'échappe pour l'instant, mais qui est à la fois pilote automobile, voilà, Hanan. Alors il écrit des bouquins, il tient des chroniques, il tient un blog, c'est d'une insolence incroyable. Oh ben non, c'est pas vrai. Mais si, c'est tout à fait... Au contraire, ça plaît beaucoup, parce que il navigue au plus près de l'impossible. C'est pas du tout des appels à la révolte. Bon, il décrit sa vie, voilà, il est sur la route en bagnole avec des putes, il prend des drogues, bon, and so what? Parce que justement, alors il a beaucoup de succès, mais qu'est-ce qui va se passer? Rien. Tandis qu'à Hong Kong, dans ce climat de liberté, pour l'instant, alors là, s'est développée, je crois, une inventivité de ce genre. Mais de toute façon, le régime soviétique, ce n'est pas les blagues anti-soviétiques qui l'ont fait tomber, à mon avis. C'était bien, les blagues, c'était génial, c'était formidable. Mais bon, les gens se les racontaient. C'était juste la mesure du cynisme de la population. C'est-à-dire, bon, ben, ils gouvernent, on n'y peut rien. Tout ce qu'on peut, c'est se moquer d'eux. Enfin, je ne sais pas si les Chinois en sont là. Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, le cynisme... Enfin, bon, une chose à la fois, peut-être les jeux de mots aussi, il y en a plein, bien sûr. Oui. Sur Internet, enfin, je peux donner des exemples, c'est peut-être pas très parlant, mais par exemple, quand il y a à chaque fois les grands slogans du parti pour les congrès, les discours des secrétaires généraux, enfin, donc, Hu Jintao, c'était la société harmonieuse, donc... Et puis donc évidemment on a transformé Ressier en fait en changeant un peu les tons, ça veut dire, enfin ça ressemble à crabe de rivière, et donc et puis l'autre grand slogan, le slogan de Jiang Zemin, c'était les trois représentativités, donc Sang Tai Piao, et puis en changeant un peu l'ordre des mots, Tai Sang Piao, donc porter trois montres, et donc on a vu fleurir partout les crabes, des images de crabes avec trois montres, et voilà, des Rolex comme les cadres corrompus du parti. Donc voilà, c'est un exemple, mais il y en a partout de ces trucs-là. Alors pas dans la presse officielle, hein, ça je pense même en Union soviétique, je pense pas qu'il y ait eu ce genre de choses dans la Pravda, mais oui, sur Internet, dans les discussions. Dans les soirées, oui, les gens s'amusent beaucoup. Mais je réitère, c'est d'une façon de s'amuser qui donne le sentiment fugitif et trompeur d'être libre au moment où on le dit. Mais c'est pas ça, être libre. C'est pas se moquer des dirigeants. Enfin, peut-être je m'engage trop loin. Arrête, tu crois que si on se moque de Marie-Antoinette, c'est la fin des... de la Révolution française, où oui. le grand Louis-Sébastien Mercier remarque génialement qu'il dit qu'il y avait dans les rues de Paris, sur la plupart des maisons, enfin sur un certain nombre de maisons, il y avait une inscription M-A-C-L, qui était maison, je sais plus quoi, garantie contre l'incendie. Parce qu'il fallait, on avait un abonnement à l'époque. Hein. Les pompiers venaient que si tu payais un abonnement pour que tu viennes éteindre. Donc on l'écrivait, on badigeonnait sur les maisons pour savoir ceux qui avaient payé. Et Mercier dit il est arrivé un jour, à peu près vers 1788, où les Parisiens ont lu Marie-Antoinette, cocu-fille Louis. Et il ajoute, on ne pourra jamais dire assez combien ce jeu de mots a fait de mal à la monarchie. Ah oui, tout a brûlé. Oui, je suis absolument d'accord, sauf que ça a dû faire beaucoup de mal à la monarchie de droit divin. Mais une monarchie de droit divin, c'est autre chose. Voilà, oui, c'est ça. Comme dit Solzhenitsyn, dans les monarchies de droit divin, les régimes autoritaires, c'est pas qu'on m'appelle, hein, c'est pour dire que je dois prendre ma pilule. C'est des régimes dans lesquels on dorlote les prisonniers. Ça n'a rien à voir avec ce que c'est qu'un goulag. Faut pas rigoler. Oui, tu vois, sur les blagues soviétiques, tu as tout à fait raison, parce que sinon l'Union soviétique se serait écroulée dès les années 30. Ben voilà, il y avait, ça suffisait. Il y avait Samiatin, il y avait des gens formidables. Pas très gai ce que je dis. Pas très gai, non? Mais si, moi je vais essayer de vivre encore. Non, mais je t'ai empêché de parler.
Ah, pas du tout, non, c'était... Ah oui. Ben non, mais je pense qu'on est... Enfin, sur le fond, on est vraiment... Évidemment, on ne peut être que d'accord sur le fond, quand même, quoi, il me semble. Oui, oui, bien sûr. Bah, après... Mais on n'avait pas besoin de voir. C'est pas... Enfin, oui, c'est pas... comment dire... Bah si, on avait des choses à se dire, quand même. Bah oui.